Nous sommes au premier jour d'août 1973 et l'été est brûlant à Houston. Mais dans les bâtiments du Johnson Space Center, c'est une douche froide qui vient de s'abattre sur les tranchées du centre de contrôle. Il y a une semaine seulement que l'équipage de Skylab 3 s'est envolé vers la toute première station spatiale de la NASA pour un vol supposé durer 2 mois, le plus long jamais tenté, et les voilà déjà face à l'éventualité que tous redoutaient, celle de devoir monter en urgence une mission de sauvetage pour rapatrier sains et saufs Alan Bean, Jack Lousma et Owen Garriott avant que leur expédition ne vire au drame. Car ce matin-là, alors que Jack Lousma s'installe à la cuisine de Skylab pour préparer le petit déjeuner, son regard est attiré par une vision inhabituelle de l'autre côté du hublot. Appelant aussitôt son camarade Owen Garriott pour contempler ça, ils sont alors témoins tous les deux du plus étrange spectacle qu'il leur a été donné de voir dans l'espace. Leur station est plongée au milieu de ce qu'ils qualifient d'une véritable tempête de neige, des milliers de flocons volent en blizzard autour d'eux de façon totalement irréelle. Et ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce blizzard pourrait les garder définitivement prisonniers hors de la Terre. Salut les terriens! Et si je vous disais que la survie de ces 3 hommes à bord de Skylab a failli tenir à un film? Et oui, un bon vieux film à grand spectacle dans le plus pur genre hollywoodien, avec ses héros inoxydables et ses effets spéciaux. Un film qui, tout aussi purement fictionnel qu'il soit, a eu quelques effets extrêmement concrets sur le programme spatial habité de la NASA pendant les années suivantes. Alors, quel rapport y a-t-il entre un blockbuster hollywoodien, un étrange blizzard dans l'espace, une vraie mission de sauvetage en urgence, et les prémices d'une collaboration technologique inédite entre Amérique et URSS? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dès 1965, 4 ans avant les premiers pas de Neil Armstrong sur notre satellite, les ingénieurs de la firme North American Rockwell, en charge du développement du module de commande Apollo, se sont posé la question suivante: serait-on capable de sauver un équipage coincé en orbite lunaire? En effet, le déroulement d'une mission Apollo standard repose sur une série de phases critiques pendant lesquelles l'équipage est extrêmement vulnérable. Si par exemple quoi que ce soit se passe mal pendant les manœuvres de rendez-vous avec le module lunaire ou encore pendant la poussée d'injection sur la trajectoire de retour vers la Terre, alors les astronautes pourraient se retrouver prisonniers, livrés à eux-mêmes en orbite lunaire, sans possibilité de regagner leur planète. À moins bien sûr qu'un second module de commande spécialement conçu dans ce but ne soit prêt à décoller pour leur porter secours. Un second module de commande piloté par un équipage entraîné spécifiquement pour cette mission, conçu dans le seul but de sauver des astronautes en perdition. Une perspective possiblement rassurante pour les hommes que l'on enverra à 380 000 km de la Terre réaliser un exploit inédit dans l'histoire de l'humanité. Mais pour cela, encore faut-il imaginer une version de ce module capable d'emporter 5 astronautes, ces 2 pilotes, plus les 3 personnes que l'on vient chercher. Or, dans sa version originale, il est pensé pour emporter 3 personnes, et pas vraiment dans un luxe de volume perdu. Les 3 astronautes, installés épaule contre épaule, n'y bénéficient que d'un espace de quelques dizaines de centimètres derrière leur siège pour au besoin se faufiler, s'étirer et bénéficier du strict minimum d'intimité pour satisfaire leurs besoins naturels. Les réserves d'oxygène sont pensées pour la consommation de 3 personnes et celles de carburant pour la masse de 3 personnes. Donc pour maintenir le devis de poids tout en montant cette capacité à 5 astronautes, il faut forcément couper dans un certain nombre d'équipements non indispensables, et il y en a très peu. Penser ce module de secours est donc un vrai travail d'ingénierie, et pas simplement l'ajout de 2 strapontins dans un couloir. Mais les années passant, les détails du programme Apollo se précisent, et il devient vite clair qu'il n'y aura de toute façon pas de mission de secours prête à décoller en cas de pépin. Construire et maintenir prête au départ une fusée Saturne V coûterait presque autant que la mission nominale, c'est-à-dire des milliards de dollars que la NASA ne possède pas. Et de toute façon, le voyage vers la Lune pour aller chercher un équipage en péril durant 3 jours, c'est-à-dire plus ou moins la durée des réserves dont ils disposent à ce stade de leur mission, 3 jours auxquels il faudra ajouter ceux nécessaires à mettre en œuvre le lancement de la mission de secours, eh bien, les chances de récupérer les hommes en vie ne sont au final pas extrêmement reluisantes. Les astronautes partant en mission lunaire ne pourront donc compter que sur eux-mêmes et les ressources de leur propre vaisseau. Le projet d'un module de commande de secours est écarté, et chez Rockwell, le dossier est classé. Et puis, en 1969, 4 mois seulement après qu'Apollo 11 ait écrit l'histoire, sort sur les écrans d'Amérique un film qui va légèrement changer la donne.
Le film Marooned, en français Les Naufragés de l'espace, de John Sturge, avec au casting entre autres un jeune Gene Hackman, est une fiction qui met en scène un équipage décollant vers une station spatiale en orbite terrestre, mais qu'une panne dans les systèmes de contrôle de leur capsule de retour empêche à la fois d'arriver à destination et de revenir sur Terre. Et alors que le monde entier suit les exploits du programme Apollo, le réalisateur fait le choix d'en reprendre de façon la plus réaliste possible les éléments bien connus du public. La capsule utilisée pour le tournage est donc un véritable module de commande Block 1, c'est-à-dire la version mise au rebut après le tragique accident d'Apollo 1, et la station reprend l'aspect des maquettes de Skylab, alors en développement. Les compagnies qui construisaient ces composants ont d'ailleurs pour certaines activement participé au développement du film. Pour le réalisateur, il s'agissait d'accentuer l'immersion dans son histoire en rendant le tout techniquement plausible dans un contexte où le grand public avait dans les dernières années acquis une certaine culture des vols habités à force de suivre les missions de la NASA. Sans vous gâcher trop l'histoire, des fois que certains arriveraient à mettre la main dessus pour redécouvrir ce film peut-être injustement oublié, les possibilités de sauvetage des 3 astronautes prisonniers de leur station tiennent à 2 éléments. Le premier, c'est l'envoi d'un module de commande de secours, exactement comme l'imaginaient les ingénieurs de chez Rockwell 4 ans plus tôt, mais cette fois en orbite terrestre et non pas lunaire. Et le second, c'est l'aide apportée par un équipage soviétique venu prêter main forte. Et de façon assez incroyable, ces 2 éléments, pourtant entièrement fictifs du film, auront des répercussions dans le monde réel. D'abord parce que si une mission de sauvetage à destination de la Lune avait été jugée à la fois trop coûteuse et trop incertaine pour être réellement mise en œuvre, la donne n'est plus la même avec le grand projet de station envisagé par la NASA et qui doit décoller 4 ans plus tard, Skylab. À la fois parce qu'elle se trouvera bien plus près en orbite terrestre et que la fusée à garder prête à partir pour un sauvetage serait une petite Saturn 1B, bien moins coûteuse à mettre en œuvre que sa grande sœur, et aussi parce qu'un équipage bloqué à bord de Skylab aurait des jours, voire des semaines de vivres et d'oxygène devant lui avant d'être réellement en péril, et une mission de sauvetage aurait donc véritablement le temps d'être lancée avant ça. Voilà pourquoi, fin 1970, directement influencé par le film, North American Rockwell ressort des cartons ses dessins de modules de commande de sauvetage spatial. Sauf que cette fois, la situation est un peu différente et le cahier des charges n'est plus le même, car en 65, le programme Apollo était en plein boom. Les modules sortaient à la chaîne des ateliers de la firme, et il était encore relativement aisé d'imaginer parmi eux en construire un spécifiquement dédié à un sauvetage, tandis qu'à présent, les appareils restants à produire sont comptés. 2 mois plus tôt, en septembre 70, les responsables du programme ont annoncé officiellement l'annulation d'Apollo 18 et 19 et la fin des missions lunaires. Il ne restera alors suite à ça, en tout et pour tout, que 4 modules de commande pour l'intégralité du programme Skylab, plus 1 pour le projet d'Apollo-Soyuz, mais on y reviendra plus tard. Et ces modules, déjà en cours de construction, sont tous sous la version standard pour 3 personnes. Parmi les 4 dédiés à Skylab, 3 seront affectés aux missions nominales. Si tout se passe bien, il en restera donc un pour jouer le rôle soit de véhicule de sauvetage, soit pour une mission supplémentaire. Chez Rockwell, la question devient dès lors, comment transformer au besoin le dernier module standard pour 3 personnes en radeau de sauvetage pour 5 ? La bonne nouvelle, c'est que par rapport à une mission lunaire, il n'y a plus à s'encombrer ni des placards dans lesquels les astronautes rangeaient leurs effets personnels pour plus de 10 jours de voyage, ni du volume prévu pour les retours d'échantillons. On couche donc sur le papier une procédure, et si cette reconversion devait avoir lieu, les placards installés derrière les 3 sièges de la version standard seraient démontés, ils laisseraient la place sur les côtés à 2 sièges supplémentaires, et au centre un volume dédié au matériel que l'on jugera important de ramener sur Terre. Par exemple, les résultats d'expériences scientifiques qui sont la raison d'être de la station, ou encore les précieux enregistrements du télescope solaire. Le plus grand risque dans cette configuration serait alors de voir un ou plusieurs des sièges supérieurs rompre leur fixation au moment du choc de l'amérissage et venir écraser l'astronaute situé en dessous, mais compte tenu du fait que sur la dizaine de capsules revenues sur Terre jusque-là, aucune n'a vu ces sièges se décrocher, les ingénieurs sont confiants dans leur solution. Ces plans de transformation sont en passant réalisés sous la supervision de 2 astronautes, Alan Bean et Jacques Lousma, ceux-là même qui, sans le savoir encore, se retrouveront bientôt eux-mêmes dans la position d'être secourus. Et le 14 mai 1973, enfin, la station Skylab, propulsée par la toute dernière des fusées géantes Saturn V, parvient en orbite terrestre, suivie de près, 11 jours seulement plus tard, par son premier équipage.
Et pour ne pas vous perdre totalement dans la suite de l'histoire, il faut peut-être vous dire un mot sur le gros foirage qu'a été la numérotation des missions Skylab, car dans la tête des responsables du programme, et dans la leur seulement il faut le préciser, il était évident que la première mission Skylab était le lancement de la station elle-même sans personne à bord. Après tout, ça leur coûtait une grosse fusée et il n'y avait pas de raison de l'enlever du décompte. Selon leur logique, la première mission habitée, partie 11 jours plus tard, a donc été officiellement baptisée Skylab 2, ce qui ne mérite pas le premier prix de la clarté. Le deuxième équipage a donc décollé en tant que Skylab 3 et le troisième et dernier Skylab 4. Et tout ça aurait sûrement déjà été bien assez embrouillé si les responsables de la communication n'avaient pas eu de leur côté l'opinion inverse. Et puisqu'il leur paraissait normal que la première mission habitée soit connue du public sous le numéro 1, ils ont bien sûr conçu les patchs officiels avec leur décompte à eux. Voilà donc comment par-dessus ça, Skylab 2 s'est vu décoré d'un beau logo portant le numéro 1, Skylab 3 le numéro 2 et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire que si vous vous sentez un peu perdu dans ces décomptes, eh bien pas de panique, ça ne vient pas de vous, personne n'y a jamais rien compris. Bref, après une première mission réussie sous le nom de Skylab 2, est venu le temps de Skylab 3, celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Revenons donc à ce matin d'août 73 et au petit déjeuner de Jack Lousma. Une station spatiale n'est pas un bungalow de vacances et les hublots permettant de profiter de la vue ne sont pas nombreux. Mais il y en a tout de même un dans le carré qui permet à l'équipage de regarder dehors dans la direction opposée au soleil, ce qui leur permet, lorsque Skylab se trouve du côté jour de la planète, de contempler la surface de la Terre et du côté nuit de leur montrer le ciel étoilé. C'est donc par ce hublot que Lousma est témoin d'un spectacle à la fois superbe et inquiétant. Alors qu'il survole la Nouvelle-Zélande, l'extérieur de la station est baigné dans ce qui ressemble à une tempête de neige. Des milliers de flocons dérivent autour d'eux en suspension, et aussi esthétique que cela puisse paraître, les trois hommes savent parfaitement ce qu'un tel spectacle signifie. Il y a une fuite quelque part et un réservoir est en train de vider son contenu dans l'espace sous forme de cristaux de glace. Le problème n'est pas long à diagnostiquer. Peu de temps après le décollage, l'une des grappes de moteur de contrôle d'attitude de leur capsule est tombée en panne. Ces grappes sont au nombre de 4, réparties sur la circonférence du module de service. En éjectant du gaz par 4 petites tuyères, elles permettent de piloter l'orientation de la capsule. Et si la perte de la grappe B n'était pas un motif d'abandon de mission, car 3 grappes suffisent à maîtriser le vaisseau, la situation se complique lorsqu'ils parviennent au tableau de contrôle, car les jauges montrent que c'est maintenant la grappe D, opposée à la B, qui montre des signes de faiblesse. La température et la pression de la réserve de gaz tombent à vue d'œil, confirmant qu'ils ont bien une fuite sur les bras. Et s'il est encore envisageable dans un module dégradé de piloter la capsule avec 2 grappes seulement, la situation commence tout de même à les préoccuper très sérieusement. Personne à ce stade ne sait ce qui cause la fuite. Est-ce le gaz qui a été contaminé ou les valves qui présentent un défaut de fabrication ? Quoi qu'il en soit, ces 4 grappes ont été produites en même temps et remplies d'un gaz de la même origine. Donc si au bout d'une semaine, 2 ont déjà flanché, il faut peut-être envisager la possibilité que les 2 autres suivent bientôt le même chemin. Et sans contrôle d'orientation, impossible de placer le moteur principal dans le sens voulu pour la manœuvre de désorbitation. Autrement dit, s'il s'avère que les 4 grappes présentent le même défaut, les 3 astronautes pourraient bientôt se retrouver prisonniers en orbite. Et voilà un scénario qui commence à ressembler franchement à celui du film de tout à l'heure, vous ne trouvez pas ? À la différence tout de même que l'équipage n'est pas ici prisonnier de sa capsule à la dérive, mais bien en sécurité à bord de la station, avec des semaines de vivres et d'oxygène devant eux. Ce qui ne change pourtant rien au constat final, si les systèmes de contrôle d'attitude ne fonctionnent plus, ils seront incapables de rentrer sur Terre. Mais pour être précis, tout le monde n'a pas la même appréciation de la situation. Le commandant Alan Bean, lui, n'a pas l'intention d'interrompre la mission. Il est optimiste quant à l'état des grappes restantes et met en avant le fait qu'en théorie, il serait possible d'avoir un certain contrôle de l'ensemble module de service et module de commande grâce aux seules tuyères installées sur ce dernier, c'est-à-dire la partie qui se détache pour revenir sur Terre. Mais au sol, le directeur du centre spatial Johnson, Chris Kraft, ne partage pas son point de vue. Il n'est pas convaincu que les systèmes du module de commande suffiraient à contrôler l'ensemble pour cette manœuvre. 3 ans plus tôt, c'était d'ailleurs lui qui présidait à la réunion chargée de décider par quelle méthode sauver l'équipage d'Apollo 13. Il n'est donc pas vraiment du genre à prendre à la légère les dysfonctionnements du module de service. D'autant que cette fois, il a en main un joker pour assurer le coup, car Rockwell se tient prêt à démarrer la transformation de son ultime module de commande, le CSM-119, en vaisseau de sauvetage. Et l'équipage de cette mission de secours, constitué des astronautes Vancy Brown et Don Lind, s'entraîne depuis 2 ans dans cette éventualité.
Kraft conclut alors cet accord avec Bean. Dans le mois qui suit, la mission SLR pour Skylab Rescue sera préparée pour venir les chercher, et dans le même temps, Brand et Lind seront chargés de mettre à l'épreuve en simulateur une procédure de retour sur Terre, dans le cas où les 2 dernières grappes seraient perdues. S'ils parviennent à montrer que c'est possible de façon fiable et satisfaisante, alors la mission de secours sera annulée, et leur séjour à bord de Skylab ira jusqu'à son terme. 2 courses contre la montre démarrent alors en parallèle, l'une pour l'assemblage de la fusée Saturn 1B emportant le module de secours transformé pour accueillir 5 passagers, et l'autre pour accoucher d'une méthode permettant de ramener les 3 hommes sur Terre sans avoir à la lancer. Tandis que chez Rockwell, le démontage des placards et l'ajout des nouveaux sièges commencent sur le module 119, l'assemblage du lanceur démarre dans le bâtiment géant du Kennedy Space Center pour un tir 30 jours plus tard, le 5 septembre, un délai extrêmement court. Car pour un tir le 5, les procédures de remplissage devraient commencer une semaine plus tôt, le 27 août, et le vaisseau devrait avoir passé les procédures de validation des systèmes le 24. Or nous sommes déjà le 10 août lorsque le module 119 transformé arrive au bâtiment d'assemblage. Pendant ce temps, Brand et Lind vont passer un mois particulièrement intense, car ils doivent à la fois répéter les procédures de leur mission de sauvetage, déterminer la meilleure façon de réaliser le rendez-vous avec Skylab, dont le port d'amarrage principal est occupé par un module possiblement non manœuvrant, mais aussi dans le même temps mettre à l'épreuve l'idée d'un retour sur Terre à bord du module défaillant. Pendant 2 semaines, ils passeront la plupart de leur temps en simulateur, ajustant encore et encore les procédures. Cette course dure jusqu'au 14 août. À ce stade, Alan Bean et son équipage sont à peu près certains que la mission de sauvetage aura lieu et qu'ils devront abandonner prématurément la station. Ils se préparent donc à cette éventualité, mais à cette date, enfin, Brandt et Lind présentent le résultat de leur travail, et non seulement ils ont montré qu'il était possible de piloter l'ensemble module de service et module de commande avec les seuls systèmes de ce dernier dans le cadre d'un retour sur Terre, mais ils proposent aussi un nouveau profil de manœuvre en une seule poussée de désorbitation au lieu de 2, permettant de supprimer les risques de perte des systèmes de contrôle suite à la première poussée. En bref, ils ont montré comment se passer de la mission SLR. Pour reprendre les mots de Lind lui-même, nous avons été si malins en tant qu'équipe de secours que nous avons réussi à nous rendre inutiles et nous disqualifier du vol. La vérité est que nous ne voulions pas vraiment avoir à aller les sauver, nous voulions avant tout les ramener en toute sécurité avec leur équipement. Et voilà comment du jour au lendemain, alors que dans le VAB, le Vehicle Assembly Building, donc le bâtiment d'assemblage des fusées, la Saturn 1B et son module transformé sont en plein assemblage, à 10 jours d'être acheminés vers le pas de tir 39B, la mission de sauvetage est officiellement annulée. Le lanceur sera tout de même employé quelques mois plus tard pour lancer le dernier équipage vers la station, et le module 119 modifié sera gardé en réserve pour tenir le même rôle de sauvegarde pour l'ultime mission Apollo, le vol conjoint avec les soviétiques Apollo-Soyouz. Il est aujourd'hui exposé au public en l'état au Kennedy Space Center. Ah oui, je vous avais promis de revenir sur ce vol car lui aussi fait partie des événements influencés par le film Les Naufragés de l'espace. En 1963, alors que la course à l'espace fait rage entre les 2 blocs, un premier pas est fait en direction d'une coopération spatiale. Plutôt que de rivaliser au prix de milliards chacun de son côté, Kennedy fait à son homologue Nikita Khrouchtchev la proposition suivante. Ils pourraient joindre leurs forces et gagner la Lune ensemble dans une mission commune. Une proposition déclinée par le dirigeant soviétique, mais les années passant, les signes de réchauffement entre les adversaires historiques se multiplient, du moins dans le monde de l'espace. Séjour de cosmonautes russes à Houston, l'astronaute Tom Stafford présent aux obsèques des victimes de Soyouz 11, et enfin, en mai 1972, la programmation du vol commun avec rendez-vous orbital entre une capsule Apollo et un Soyouz en orbite. Et si cette mission hors du commun, sur laquelle on reviendra sûrement plus en détail dans un prochain épisode, est un symbole du point de vue de l'histoire, elle a aussi une vocation technique infiniment plus terre à terre. Car dans le film qu'on évoquait tout à l'heure, la survie de l'équipage tient entre autres à l'intervention d'un équipage soviétique. Un détail fictionnel mais qui éveille chez les dirigeants des 2 agences un questionnement profond. Serait-il réellement possible de réaliser un rendez-vous entre des vaisseaux américains et soviétiques, et donc de multiplier les chances de sauver un équipage en détresse ? Ce développement trouvera une réponse dans le développement du système d'amarrage androgyne APAS qui permettra l'accouplement des vaisseaux Apollo et Soyouz, mais qui équipera aussi plus tard la navette spatiale et la station Mir, et même l'ISS. Ainsi doté de ports d'amarrage standard, il est dorénavant possible de réaliser des rendez-vous entre n'importe quel véhicule des 2 pays, et au besoin de réaliser des transferts de vivres et d'équipage, exactement comme l'avait imaginé le réalisateur des Naufragés de l'espace.
Et voilà les terriens, comment une tempête de neige dans l'espace a provoqué l'assemblage d'un vaisseau de sauvetage tout droit inspiré d'un film hollywoodien. Nous voilà arrivés au bout de cet épisode, n'oubliez pas le pouce, partagez si vous appréciez notre travail, vous savez à quel point c'est important pour la chaîne, et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ciao les terriens.